Sécure, édition technique. Je suis accompagné de Guillaume. Est-ce que tu peux te présenter? Oui, salut Nicolas, mon nom c'est Guillaume, je suis Deputy Chief Security Officer chez Jupiter One. Je reste dans le coin de Montréal, j'ai travaillé beaucoup à Montréal, je dirais probablement jusqu'à autour de 2014. Puis depuis, j'ai surtout travaillé pour des compagnies de sécurité américaines avec une interruption d'environ 1 an et demi pour Finaptic, qui était une start-up neuve à Montréal qui a été rachetée par la Banque nationale. Donc, je suis chez Jupiter One depuis quelques mois. Puis, en général, je suis quelqu'un qui se concentre sur tout ce qui est blue team, défensif plus que offense. J'ai fait du security engineering, architecture de sécurité, opération de sécurité, à peu près tout ça. Là. Fait que, assez hands-on, mais je suis un manager maintenant. Un full manager. Justement, aujourd'hui, on va parler d'une création qui est de Jupiter One, pas essentiellement de même, d'un des membres de Sunil. C'est le Cyber Defense Matrix, qui est une espèce d'outil qui nous sert à communiquer en cybersécurité, puis justement d'analyser nos situations. Fait que je vais te laisser amorcer là-dessus parce que c'est beaucoup plus connaissant que je suis de cette approche-là. Puis justement, on va aller là-dessus. Ouais, donc c'est ça, c'est Sunil qui a inventé le Cyber Defense Matrix, même avant d'être à Jupiter One. Puis en fait, je pense qu'on pourrait même dire que j'ai probablement ma job en ce moment à cause de ça. Parce que j'ai rencontré Sunil en 2016 ou quelque chose comme ça à une conférence, puis on a parlé du Cyber Defense Matrix à Art into Science, qui était au Texas dans le temps. En passant, à ceux qui aimaient cette conférence-là, elle va revenir bientôt, mais à Washington, D.C. Donc, le Cyber Defense Matrix, puis là, je m'excuse d'avance, je vais utiliser beaucoup de termes anglais dans cet enregistrement parce que elle n'existe pas vraiment en français. En fait, la seule personne au monde qui l'a fait exister un peu en français, c'est toi. Donc, je vais commencer par en parler en anglais, puis après ça, on pourra essayer d'utiliser les termes français. Donc, j'imagine dans le podcast, on aura un lien vers une image de la matrice. Donc, parce que c'est un petit peu difficile juste en audio. Donc, imaginez une grille qui fait 5 par 5. Donc, on a 5 colonnes, on a 5 rangées. Les colonnes, c'est les fonctions du NIST Cyber Security Framework. Donc, identify, protect, detect, respond, recover, ou identifier, protéger, détecter, répondre, rétablir. Ces fonctions-là sont quand même assez en tout cas, semblent assez simples, puis rendent ça assez simple de parler à, par exemple, des exécutifs qui ne sont pas nécessairement très techniques de sécurité. Donc, c'est pour ça que Sunil a utilisé le Cyber Defense Matrix pour les fonctions. Puis après ça, les rangées, c'est un type de, comment on dit, asset en français? Des actifs. Exactement. C'est vos actifs informationnels. Donc, en anglais, on a devices, applications, networks, data, puis users. Donc, toi, tu l'as traduit par points terminaux pour pas dire périphérique. Parce que quand on dit devices en anglais, on veut pas dire votre clavier puis votre souris. On veut dire des laptops, des serveurs, des trucs IoT, des caméras, des choses comme ça. Les réseaux, les applications, les données, puis les utilisateurs. Donc, l'idée, c'est que on peut utiliser cette grille-là pour un paquet de choses différentes. À la base, c'est très, très pratique pour catégoriser des fournisseurs ou des applications, en fait, des systèmes qu'on peut acheter. Au moment où Sunil a créé le Cyber Defense Matrix, il travaillait chez Bank of America dans leur département d'innovation de sécurité, puis il travaille aussi avec des VC, avec beaucoup de startups, puis ça, je pense que c'est un problème que tout le monde qui travaille en sécurité a pu constater. Si vous êtes du côté, vous travaillez dans des entreprises qui doivent acheter des produits, vous êtes très familier avec le problème de il y a bien des excusez, il y a beaucoup de fournisseurs qui vont dire on règle tout. Acheter notre non, mais pour vrai. Ouais, exactement. Puis si vous êtes du côté des fournisseurs, puis par exemple, je travaille chez Jupiter One, on vend une solution. C'est vraiment important pour moi que notre équipe de marketing elle représente de façon claire et précise qu'est-ce qu'on fait puis comment ça aide une équipe de sécurité versus juste dire si vous achetez notre truc, vous allez être parfaitement sécuritaire. Mais comment qu'on catégorise ces fournisseurs-là? Donc, Sunil s'est dit, j'ai besoin d'une façon claire de catégoriser ces systèmes-là, ces applications-là, puis
Bon, dans le cas des startups, c'est souvent un fournisseur au complet, hein, parce qu'une startup commence en général avec un produit qui fait quelque chose de assez précis. Donc, où est-ce que ton produit m'aide à la verticale? Est-ce qu'il m'aide à identifier ou à protéger mes atouts? Puis lesquels il m'aide à protéger? Donc, par exemple, si on regarde une application qui t'aide à faire l'inventaire de tes laptops, ben, on dirait c'est Identify Devices, right? Ça t'aide à identifier des laptops, ça ne va pas t'aider à découvrir des réseaux, ça ne va pas t'aider à faire un inventaire de tes données. Donc, c'est pas identify ou identifier des données ou des réseaux, c'est vraiment identifier des périphériques ou des terminaux. Donc, on peut le mettre dans une boîte, là. Ça permet, quand on parle à nos fournisseurs, de dire, OK, arrête avec le marketing, là, aide-moi, là, ça, c'est la Cyber Defense Matrix. Où est-ce que tu tombes là-dedans pour vrai? Puis, je vous invite à demander, vous parler à un vendeur ou à un sales engineer, puis dire, OK, vous utilisez plein de termes, je veux savoir exactement où est-ce que vous allez rentrer ici. Puis là, il y en a beaucoup, ce qu'ils vont dire, c'est, on fait Identify, Protect, Detect, Respond, Recover pour Device, Network, Data et User. La plupart du temps, c'est pas vrai. En général, par exemple, ce que vous allez voir, c'est quand une application, un système de sécurité devient plus mature, il va avoir tendance à s'étendre sur la matrice, mais soit à l'horizontale ou à la verticale, mais très rarement en diagonale. Tu sais. C'est sûr que Microsoft, par exemple, tu sais, si on regarde tous les outils de Azure mis ensemble, ben oui, vous allez couvrir pas mal de la Cyber Defense Matrix parce que c'est une plateforme. Mais par exemple, si je fais un outil de EDR, ben ça se peut que j'ai commencé à faire surtout du detect puis du respond. Puis éventuellement, les EDR ont commencé à rajouter des fonctions qui disaient next-gen antivirus. Fait que là, c'est plus du protect. Ils ont rajouté des fonctions de détection des vulnérabilités. Donc, on tombe un peu dans l'identify. Donc, ils sont élargis, mais ils ne sont pas vraiment mis à couvrir les données, les utilisateurs, tout ça. Donc, ça, c'était le premier use case pour la Cyber Defense Matrix qui était figuré qu'est-ce qu'un fournisseur fournit pour vrai, puis ça sert à quoi, puis de donner un langage commun pour ça. Puis là, en plus, c'est important parce que plus tu es à droite de la grille, plus c'est des humains, des processus qui est fait. Fait qu'on trouve de moins en moins de technologie vers la droite. Fait que s'il y a quelqu'un qui est trop à droite, c'est déjà, c'est smelly, là. C'est ça, exactement. Donc, j'ai parlé de la grille qui est 5 par 5. Mais là, pour ceux qui ne l'ont pas devant eux en ce moment, là, si vous êtes dans votre auto en train de conduire, là, s'il vous plaît, essayez pas d'ouvrir la Matrix puis de regarder. En bas de la grille, ce que vous avez, c'est une espèce de diagramme, dans le fond, qui indique que le degré de dépendance sur les gens, la technologie puis les processus. Donc, processus, c'est égal à travers les 5 colonnes. La technologie est plus prépondérante à gauche de la matrice, puis les gens sont plus importants à droite de la matrice. Fait que ce que ça veut dire, c'est que c'est plus facile d'automatiser tout ce qui se rapproche à la gauche de la grille versus la droite de la grille. Donc, par exemple, il y a de plus en plus d'applications qui aident à identifier tout type d'actifs. Puis ça se fait automatiquement. Mais si vous avez un incident majeur et vous devez reconstruire votre environnement à partir de rien, puis prendre vos backups, vous devez reconstruire de l'infrastructure, ben là, vous allez avoir besoin des gens qui le font à la main. Parce qu'il y a beaucoup moins. Premièrement, c'est plus compliqué, mais il y a aussi beaucoup moins de systèmes qui existent pour automatiser ça. Donc, si vous avez votre programme de sécurité, si vous êtes dans une grosse compagnie, vous avez peut-être 50 différents fournisseurs et applications, peut-être 75, puis vous les mettiez dans la grille, vous allez voir que vous en avez beaucoup moins vers la droite. Ce que vous allez avoir vers la droite, typiquement, vous allez avoir, par exemple, vos backups. Vos backups, en général, vont être dans Respond Data. Il y en a qui vont dire, ben non, en fait, c'est plus pour protéger mes données que j'ai des backups, mais en réalité, personne ne paye un système de backup pour prendre des backups. On paye un système de backup puis les backups pour être capable de répondre à un problème par après. Fait que des fois, c'est sûr qu'on peut argumenter un peu sur qu'est-ce qui va où, mais en mettant les choses dans la grille, ce que ça va vous permettre de faire, c'est de dire, ben, j'ai peut-être trop de systèmes qui m'aident à protéger mes terminaux, puis j'en ai très peu qui m'aident à protéger mes données. J'en ai très peu qui m'aident à détecter. Peut-être qu'on dépense trop de notre argent sur, par exemple,
on vend des applications, puis hop, on n'a rien dans notre ligne application. On met tout notre argent sur protéger nos endpoints, mais on est une compagnie de logiciels. Peut-être qu'on devrait protéger notre application un peu plus comme ça. Donc, un use case que moi, j'aime beaucoup. Puis, je vais donner un lien qu'on pourra mettre dans les show notes. J'ai même une spreadsheet Google Slides pour les gens qui voudraient faire ça. C'est, je regarde tout ce que je dépense dans un programme de sécurité, autant en licence qu'en effort. Combien ça me prend de personnes pour opérer telle solution. Puis après ça me permet de dire, hey, on dépense la moitié de notre budget sur protéger nos endpoints, mais ça n'a pas de sens. On produit des logiciels que nos clients utilisent, puis on met presque pas d'argent là-dessus. Ou on dépense vraiment tout notre argent à la gauche de la grille, puis moins à la droite. Est-ce que s'il y a un incident, on va être capable de répondre rapidement? Autre chose qui n'est pas visible dans la grille, mais qui est important de savoir, c'est qu'est-ce qui se passe entre les différentes fonctions? Donc, on va identifier, qu'est-ce qu'on peut identifier? On peut identifier nos actifs, on peut identifier des vulnérabilités. Protéger. Quand on protège, c'est des choses qu'on met en place avant qu'il y ait quelque chose de, disons, malicieux qui se produise. Donc, par exemple, on va configurer nos systèmes de façon sécuritaire. On a, on a SSH qui est installé, puis on va désactiver les logins avec des usernames et mots de passe, puis forcer l'utilisation de clés. Là, on protège. Mais pour être capable de détecter, par définition, il faut qu'il y ait quelque chose qui se produise, sinon on ne peut pas détecter. Donc, imaginez-vous une ligne dans la matrice entre protect et detect, ou protéger et détecter. Puis ça, c'est ce qu'on appelle le boom. Donc, Sunil dirait left of boom, right of boom. Donc, tout ce qui se passe à droite, pour que ça se produise, il faut qu'il y ait quelque chose de mal qui est arrivé. S'il n'y a rien qui se passe, on n'a rien à détecter. Puis, dans l'industrie, c'est assez commun de voir les compagnies qui vendent des trucs de incident response vont être très, nihilistes sur la capacité à protéger des environnements. Ils vont vous dire, ça sert à rien, de toute façon, il y a toujours quelque chose qui va arriver, il faut être prêt à répondre. Puis, je suis un peu d'accord avec ça dans le sens que il faut assumer qu'il y a quelque chose de mal qui va arriver, mais d'un autre côté, si on ne protège pas, il va y avoir tellement de bruit dans vos colonnes de droite que ça me sert à rien d'avoir 32 000 problèmes que je pourrais éviter qui vont faire que un problème qui est important, je vais être capable de l'identifier. Donc, imaginez-vous une ligne avec une petite bombe entre protect et detect. Donc, quand vous vous demandez qu'est-ce qui fit où, ben, c'est important de vous souvenir de ça. Donc, ça aide à clarifier certaines questions. Donc, par exemple, Nicolas, où est-ce que si je te dis je vais activer des logs sur mon Active Directory, je vais m'assurer que je log. Tu mettrais ça où? Dans protéger. Exactement. La plupart des gens qui ne sont pas familiers vont te détecter. Ben, c'est ça qui est dur. C'est là où j'avais. Puis la mienne qui est très importante, la ligne entre le boom. Ben, tu sais, si tout ce qui est les 3 dernières colonnes, essentiellement, c'est tu as eu un incident. Tu as un événement de sécurité que tu dois traiter. C'est dans les 3 là. Tout ce qui est avant, soit ça t'aide à avoir la visibilité. Puis même les CM, tu pourrais même identifier à la limite, là. Mais tu vas protéger les éléments qui sont préalables à ça. Puis ça, c'est un peu difficile à saisir, même pour juste les gens qui vont travailler avec la roue du NIST, ont de la misère à faire cette distinction-là entre les deux, ces deux composants. Ouais, puis d'ailleurs, le Cyber Security Framework qui n'est pas parfait. Il y a certains trucs dedans qui sont juste pas si logique que ça une fois que tu commences à t'en servir beaucoup, puis c'est normal, là, rien peut être parfait à la première version. Mais donc, dans ce cas-ci, le fait de prendre des logs, même si ça empêche rien comme tel, ça tombe dans la colonne Protect. Ce qui serait dans Detect, c'est plutôt qu'est-ce que tu en fais de ces logs-là, J'ai des logs sur mes postes de travail, j'ai des logs de mon Active Directory, mais j'ai un système qui détecte le mouvement latéral, par exemple. Ben là, ça tombe dans des techs. Donc, on a déjà un premier use case pour le Cyber Defense Matrix qui était d'identifier des vendeurs vont se retrouver où dedans. Si on va pousser ça un peu plus loin, on a dit on peut utiliser ça pour regarder nos budgets, voir si on dépense trop à un certain endroit, ou carrément identifier vos angles morts. Je trouve que côté données, par exemple, pour avoir fait beaucoup de consultations puis avoir vu beaucoup d'environnements différents, il y a des compagnies qui sont, je dirais, assez bonnes au niveau de protéger des postes de travail, des serveurs,
bon, côté cloud, ça s'améliore aussi. Mais je trouve que sur les autres lignes, c'est un peu plus flou. Donc, surtout autour des données, tu sais, il y a peu de gens qui protègent les données, tu sais, d'une manière consistante ou qui dépensent même proche de ce qu'ils dépensent pour protéger leur poste de travail puis leur serveur pour protéger les données. Puis pourquoi? Ben, c'est simplement parce que c'est pas un marché qui était mature il y a 10 ans. Les outils commencent à sortir. Euh, les API dans le cloud font que c'est de plus en plus facile d'utiliser, tu sais, par exemple, des Data Security Posture Management. C'est pas une catégorie qui est vraiment populaire comparée à du Cloud Security Posture Management. Donc, une fois que vous aurez mis tout ce que vous utilisez sur la matrice, vous allez identifier que bon, vous avez probablement des zones qui sont un peu vides. Ça peut être utile en tant qu'équipe de sécurité pour dire, bon, c'est vrai qu'on dépense beaucoup plus sur ces catégories-là, mais c'est aussi utile si, par exemple, vous pensez partir votre propre compagnie de sécurité, faire des outils de sécurité, ou c'est utile si vous investissez dans des entreprises, des startups de sécurité, parce que ça vous aide à voir que, OK, les gens dépensent vraiment beaucoup sur ces catégories-là, mais là, il y a cet endroit ici. On a parlé de la droite de la grille qui est pas mal vide, la ligne donnée qui est aussi pas mal vide. Donc, par exemple, si vous faisiez un produit qui aide à recouvrir automatiquement des données dans un événement de ransomware, par exemple, qui permet de recouvrir ultra rapidement votre environnement, puis que ça marchait pour vrai, vous allez probablement avoir un marché pour ça, puis moins de compétition parce que c'est beaucoup plus difficile à implémenter. Donc, ça a des utilisations aussi pour quelqu'un qui voudrait se lancer en affaires pour identifier des créneaux qui sont intéressants. Puis quand on dit la matrice, ben, la première matrice que les gens devraient créer, c'est la leur du point de vue de l'équipe de sécurité, mais elle peut être aussi utilisée de d'autres façons. Donc, tu sais, du point de vue, par exemple, les gens qui vont vous attaquer, OK, les threat actors, les groupes malicieux, disons. Eux aussi ont des systèmes, eux aussi ont des utilisateurs, eux aussi ont une infrastructure, ont des réseaux. Fait que si vous avez, par exemple, des données de Threat Intel, vous pouvez essayer de voir où est-ce que ça map sur une matrice qui est plus focusée sur les gens qui vous attaquent. Une adresse IP, c'est pas super utile, mais ça map avec peut-être Identified Networks pour un groupe spécifique, mais ça vous donne pas nécessairement de l'information sur comment leurs utilisateurs, qui dans le fond les gens qui font les attaques, travaillent. Ça serait plus des TTPs, comme on dit, qui a une beaucoup plus haute valeur comme IOC que indicateur de compromission que juste une adresse IP. Donc, le nombre de cas d'utilisation pour la Matrix est probablement illimité. Puis, dans le fond, à chaque année, j'ai participé à ça il y a peut-être, j'allais dire un an ou deux, mais c'était avant la COVID. Là, j'ai un peu un spot qui n'existe plus dans ma tête pour estimer le temps, mais à RSC, à la conférence RSC, à chaque année, on fait un lab. Sunil organise un lab, puis il y a toujours des gens différents de la communauté qui vont aller présenter des différents cas d'utilisation de la matrice. Puis en général, les slides de ça peuvent être trouvés sur Internet par après à travers le site de RSC. Donc, il va encore en avoir un au mois d'avril. Si vous allez aller à RSC, vous pouvez probablement encore vous inscrire, mais c'est peut-être déjà booké complètement. Mais il y a toujours des gens qui vont amener des nouvelles manières d'utiliser la Cyber Defense Matrix. As-tu d'autres use cases que tu as utilisés pour la Cyber Defense Matrix? Moi, j'utilise à l'heure actuelle principalement pour faire une évaluation de maturité. Fait que ça me permet justement comme de prendre ça puis de caser les outils qui sont en place. Tu mentionnes justement comme le fait de voir les places où on met trop d'argent et les places où on met pas assez d'argent. C'est un bel exemple de ce genre de choses-là où on va protéger démesurément le endpoint, mais on met pas d'amour pour les données ou même pour les utilisateurs à certains égards. On met pas autant. On va juste faire une petite campagne de phishing, on est content puis ça finit là. Quand l'utilisateur représente plus que ça, juste l'usage du mot de passe, aller en passwordless, par exemple, c'est une belle amélioration pour l'utilisateur dans laquelle on peut voir. Fait que ça me permet de voir ça. L'autre chose que j'aime beaucoup, c'est parce que puis c'est un peu l'accumulation des use cases, c'est que c'est multidimensionnel. C'est sûr que tu en fais une pour faire un état de situation. Ensuite, tu en fais une pour l'état du marché. Tu en fais une pour l'état de ta menace. Tu en fais une pour ça. Ensuite, tu superposes. Puis ensuite, tu es capable de voir où tu te trouves dans tout ça comme chose, puis où tu dois mettre tes investissements aussi. Là.
Ouais. Puis, tu sais, quand on dit, c'est sûr que les outils des mettre sur la Matrix, ça peut être utile, mais c'est important de. Je pense qu'il y a deux vues différentes qui sont super importantes. Moi, ce que j'aime faire, c'est j'aime enlever des outils ou optimiser ceux qu'on a déjà. Parce que je trouve que, surtout en grande entreprise, là, les gens ont beaucoup d'outils qui peuvent faire la même chose ou assez similaires, puis qu'ils les utilisent pas à 100%. Donc, surtout quand j'étais chez consultant, j'arrive quelque part, bon, il y a 55 différents outils, là, c'est pas, je veux dire, j'allais dire c'est pas exagéré. J'exagère pas en disant qu'il y a 55 outils, mais dans bien des cas, c'est exagéré d'avoir 55 outils différents. Puis là, tu te rends compte que, bon, OK, sur Identify, on a un CMDB qui est supposé d'avoir l'information sur tout ce qu'il y a dans l'environnement, mais il n'est jamais tenu à date. T'sais. Puis là, on a un tel scanner qui, lui, est plus à date parce que, bon, il se fie sur qu'est-ce qui est vraiment dans l'environnement. Mais il n'y a pas les postes de travail parce que là, les gens ne sont pas sur le réseau. C'est assez rapide que tu te rends compte que tu as 7 ou 8 différents outils qui sont tous utilisés pour faire à peu près la même chose, mais est-ce que tu as vraiment besoin des 7-8 outils pour avoir une couverture acceptable? Pour certaines personnes, la couverture acceptable, c'est 100%, mais pour d'autres, pas nécessairement. Tu as besoin d'avoir quelque chose qui va être assez bon. Fait que je regarde, par exemple, OK, on a je ne veux pas nécessairement nommer là, de fournisseur, mais disons, on a un EDR, puis on a payé la plus grosse licence pour ce EDR. Donc, je vais le mettre sur le Cyber Defense Matrix selon ce que le fournisseur me dit que ça fait, premièrement. Puis après ça, je vais regarder ma configuration, puis je vais dire, OK, moi, qu'est-ce que je fais vraiment avec cet outil-là? Puis là, je me rends compte que, toute la colonne Identify, mon EDR, il me dit que il est capable de détecter des vulnérabilités sur mes postes de travail. Fait qu'il est capable de couvrir Identify Devices, mais dans ma configuration actuelle, je ne m'en sers pas du tout. Ce que je me sers pour identifier les vulnérabilités sur mes postes de travail, c'est j'ai été un scanner de vulnérabilité qui, il n'y a pas d'agent, ça ne va pas super bien. Donc, je peux étirer ce que je fais avec mon EDR, puis je peux probablement débarrasser certaines licences de mon outil de scan de vulnérabilité parce que je ne m'en servirai plus sur mes postes de travail. Donc, j'ai sauvé de l'argent, puis j'ai probablement un résultat qui est meilleur. Donc, c'est vraiment pour optimisation des outils. Puis, c'est pas juste les outils aussi, ça peut être la couverture des processus ou de la documentation ou carrément des connaissances des gens dans une équipe de sécurité puis une équipe TI. C'est des choses qu'on fait vraiment souvent dans notre travail de tous les jours, mais est-ce que tu as déjà eu à faire un recouvrement complet d'un Active Directory après une méga catastrophe, par exemple? Moi, j'ai jamais fait ça. J'imagine que ça te l'asile de faire ce genre de choses-là, puis ça doit pas être un travail très, très agréable pour les gens qui doivent le faire. Là. Mais comme tu dis, la plupart des gens n'ont pas eu à le faire. Donc, dans la colonne Respawn, si on considère notre Active Directory, c'est des. Ça pourrait rentrer dans Application, Data et Users, là, disons, c'est une plateforme, mais si je me rends compte que j'ai personne qui est bon dans ma colonne Respawn, puis pourquoi ils sont pas bons? C'est parce qu'ils l'ont jamais fait, parce qu'ils n'ont jamais eu à le faire. Tu vas pas devenir expert dans quelque chose en le faisant pas. Mais là, whoops! Parce que si on a un problème et qu'on doit répondre, c'est beau de répondre, mais la vitesse à laquelle tu réponds et tu limites l'incident ou que tu rétablis une fois qu'il est trop tard. C'est beau de dire qu'on est capable de rétablir, mais rétablir en 48 jours versus rétablir en 48 heures, ça va faire la différence entre une compagnie qui fait faillite ou une compagnie qui continue d'exister. Donc, on peut mapper les connaissances puis aussi les habitudes, ce que les gens sont habitués de travailler dessus pour identifier où est-ce qu'on a besoin de formation. Puis en général, comme on a dit, les gens sont plus importants, plus on va vers la gauche, on va se rendre compte que, côté Identify puis Protect, une équipe de sécurité en général qui est une équipe de base va être assez bonne là-dessus. Côté détection, là, déjà, ça commence à descendre un peu plus parce que, c'est beau d'utiliser des outils automatisés pour la détection, mais ça génère beaucoup d'alertes. Est-ce qu'on les gère vraiment? Là, ensuite, quand on tombe du côté réponse, il y a beaucoup de gens qui sont... si tu leur demandes, c'est quand la dernière fois que vous avez eu un incident de sécurité, puis ils vous disent jamais, OK, ça veut dire que tu n'es probablement pas bon en détect si tu dis jamais, mais tu dois être encore pire en réponse et encore pire en recouvrement parce que ça t'est jamais arrivé
d'avoir à répondre ou de recouvrir parce que tu sais même pas que tu as eu un incident. Mais le jour où tu vas avoir un incident qui fait que tes données sont plus disponibles, ben là, tu n'as pas besoin d'être très bon. Tu sais, du ransomware, ça devient facile à détecter quand tu as un écran qui te dit d'envoyer des bitcoins. Ça ne prend pas des outils très avancés. Donc, j'aime vraiment ça utiliser ça pour voir mon équipe où est-ce qu'elle est forte ou où est-ce qu'il y a des lacunes. Puis, des fois, c'est pas nécessairement une surprise pour nous, mais ça peut le rendre plus facile à communiquer pour quelqu'un qui n'est pas. Tu sais, on baigne dans la sécurité, on baigne dans nos environnements techniques, on sait avec qui on travaille, mais je pense que ça, c'est quelque chose que les équipes de sécurité ne sont pas nécessairement habituées de communiquer de façon qui est claire avec des gestionnaires qui sont pas techniques. Tu sais. Puis quand on travaille, toutes ces données-là, tu sais, moi, j'aime ça parler, puis je parle quand même souvent à des. Ça peut être des VP, des exécutifs, ou ça peut même être carrément le conseil ou le board d'une entreprise. Tu sais, quelqu'un qui travaille sur le board d'une compagnie qui est à la bourse, il y a beaucoup de problèmes à gérer autres que la sécurité, tu sais. Mais quand il parle à un département de finances, les départements de finances, ça existe depuis le début des temps, puis ils sont très habitués de communiquer, puis c'est assez standardisé, tandis qu'en sécurité, ça ne l'est pas du tout. Donc, quelqu'un qui est sur un board, en général, va être sur plusieurs boards, puis il va se faire parler par plusieurs Chief Security Officers qui vont amener souvent des métriques complètement différentes, qui vont parler de manière complètement différente, mais au moins, si on peut utiliser les termes du Cyber Security Framework puis de la matrice pour les fonctions, ben là, ça devient pas mal plus clair. Puis dans certains cas, ben, utiliser la matrice pour pas nécessairement mettre. Tu veux pas montrer à quelqu'un qui est sur un board la liste de tes 55 outils puis qu'est-ce qu'ils font. Mais tu peux montrer un genre de heat map, dire regarde, on dépense notre argent ici, ou ben non, nos skills sont là, on est assez fort, mais ici, on a une lacune. Puis c'est pour ça qu'on a besoin de plus d'argent pour qu'on soit certain qu'on est capable de rétablir le service s'il y a quelque chose qui arrive. Parce on fait déjà tout pour éviter qu'il y ait un problème. On ne peut pas être 100% sûr qu'il n'y en aura pas. Maintenant, il faut être sûr que s'il y en a un, ben, ça va être un problème qui est mineur. Ça va coûter des centaines de milliers versus 100 millions, mettons. Fait d'être capable de communiquer de façon plus unifiée. Là. Oui, la communication, puis deux, justement, puis j'aime bien l'exemple que tu mentionnes parce que de bien protéger, détecter va réduire énormément le temps de recouvrement. Fait justement, les différentes étapes vont là. Fait qu'on voit clairement où on va investir justement pour limiter les étapes. Ben, les étapes. Pas limiter l'investissement, mais limiter le devoir faire appel à ces fonctions-là, parce que c'est ça. Puis pour faire du IR un peu, plus tu es capable d'arriver dans les 3 premiers rapidement, plus les 2 derniers sont moins utilisés et moins importants dans la chose, puis donc moins de conséquences. Pas qu'il faut pas les faire, mais... En fait, c'est plus que... Parce que les fonctions de NIST, c'est pas comme, disons, le kill chain ou MITRE ATT&CK. Ça représente pas les étapes d'une attaque. Ça représente les fonctions qu'une équipe de sécurité puis des systèmes de sécurité doivent avoir dans l'ordre le plus logique, dans le sens que si tu n'es pas capable d'identifier tes données, tu sais pas tes données sont où, ben c'est quoi les chances que tu vas être capable de les backupper comme il faut? Puis là, si tu les as pas backupés comme il faut, c'est quoi les chances que tu vas être capable de recouvrir les données si jamais ils disparaissent? Donc, si tu fais pas une bonne job à gauche, ça va devenir très difficile à droite. Mais par exemple, il faut rester conscient qu'il n'y a jamais rien qui va être à 100%. Donc, il faut quand même être prêt au pire scénario. Mais par exemple, si on devait dépenser 10 millions pour un nouveau système de backup, par exemple, qui permet de recouvrir beaucoup plus rapidement. Tantôt, je pense que j'ai dit les backups tombaient dans Respawn. En fait, je voulais dire Recover. Là. Ça va vraiment aider à recouvrir en 2 heures versus recouvrir en plusieurs jours. Sauf que les termes techniques qu'on utilise, les acronymes qu'on utilise toujours dans une rencontre avec un board, c'est pas productif. Là. Si on dit on doit investir dans un nouveau UEBA, on doit investir dans un EDR, notre SIM, notre WAF. On pourrait probablement lister 42 acronymes en ligne. On dirait, OK, qu'est-ce qui se passe? Mais tandis que si on dit
on veut protéger les données et être capable de les recouvrir plus rapidement, mais dans ce langage-là, c'est plus compréhensible. Puis c'est quelque chose que je pense qu'il faut vraiment garder en tête là, quand on parle à ces personnes-là. Ils ont vraiment 32 000 problèmes différents, puis ils ne peuvent pas être des experts dans tout ce qui est là. Là, de plus en plus sur les boards, on va voir, il y a presque toujours la personne qui va poser un peu plus de questions de sécurité. Puis quand ça vous arrive, ben dites-vous, vous devriez être le meilleur spécialiste qui vulgarise l'information pour cette personne-là. Comme ça, quand elle va être sur d'autres boards de d'autres compagnies, elle va s'attendre de voir quelque chose d'aussi bon de la part de ces autres compagnies-là. Puis pourquoi je dis ça? C'est parce qu'en général, les compagnies ne sont pas très matures dans la façon qu'ils communiquent avec les exécutifs puis leur board. Donc, je pense que quelqu'un qui écoute un podcast comme on est en train de faire en ce moment, vous êtes assez intéressé dans votre job que vous apprenez tout le temps, puis vous êtes capable d'utiliser ces nouvelles méthodes-là pour juste être la meilleure personne qui vulgarise l'information pour des gens qui ne sont pas dedans tous les jours. Puis je pense que la matrice peut être super utile. Oui, ben c'est une de ses fonctions principales, c'est de normaliser et faciliter la communication. Pour avoir participé au premier colloque sur cette matrice-là, j'ai été mis dans le bain sur ce genre de choses-là. Puis le fait d'être confronté avec mes coéquipiers à ma table, de pas une compréhension uniforme des termes et comment de communiquer, c'était déjà un élément difficile. Puis là, on était des experts qui parlaient ensemble, puis on n'était pas d'accord, puis on communiquait pas avec le même vocabulaire. Et déjà, de ramener le vocabulaire de tout le monde à la même place a déjà été en soi une aventure. De réussir à faire ça, mais ça devient très intéressant. Fait que c'est entre nous, on est capable d'avoir un vocabulaire commun, unique, puis ensuite on est capable de repropulser ça vers le haut pour que les exécutifs comprennent. Là. C'est que dans le fond, s'obstiner entre nous, c'est super productif parce qu'on finit avec une compréhension qui est plus précise, mais après ça, quand tu amènes la communication à des gens qui sont pas techniques, là, faut savoir exactement qu'est-ce que tu vas dire, puis que ça soit clair. Donc, c'est sûr, là, pour ceux qui écoutent, puis tu te dis, bon, c'est juste une grille là, de 5 par 5, c'est vraiment cave. Ça a été un peu ma réaction la première fois que je l'ai vu. C'était comme, OK, à quoi ça me sert? Mais là, j'ai commencé à l'utiliser pour faire mes budgets, des trucs comme ça. Je me dis, c'est vraiment utile. Puis c'est sûr, moi, je suis quelqu'un qui est très... en tout cas, pour un manager là, assez hands-on, mes équipes, c'est des équipes de sécurité qui vont faire de l'architecture de sécurité dans le cloud, sécurité applicative, tout ça. Je veux voir les détails, mais je suis pas un ciseau dans une banque. Ce serait pas nécessairement la bonne place pour moi. Mais les ciseaux dans les banques, en général, ils ont beaucoup plus de problèmes de communication puis de problèmes politiques, puis leur job, c'est d'aller chercher les budgets pour leur équipe. Donc, même à l'intérieur d'une équipe de sécurité, d'utiliser la matrice pour discuter, c'est super pratique. Tu as mentionné la conférence. Je vais te donner, en fait, tu les as probablement déjà, mais on peut mettre dans les liens des show notes l'agenda de la conférence pour te donner une idée. Puis il y a même certaines de ces sessions-là qui a des notes sur Google Doc. Mais il y a pour vous donner une idée de ce que certaines personnes ont fait, on avait Robert Brown de TD Bank. Vous pouvez imaginer une banque grosse comme ça, combien de fournisseurs ça a. Donc, lui, ce qu'il a bâti, c'est en utilisant Neo4j, qui est un graph database. Il a monté une façon de mapper tous ses fournisseurs à la matrice, puis en utilisant un graph database, c'est ultra puissant pour les gens qui ont des milliers même de fournisseurs, parce que là, visuellement, dans une slide PowerPoint 5 par 5, ça rentre juste pas. Là, c'est pas logique. On a ES Profiler, en fait, qui était un sponsor de la conférence. Moi, c'est ce que j'ai trouvé qui était intéressant à cette conférence-là, c'est que les sponsors étaient aussi intéressants que les autres. Mais là, c'est sûr, je suis un peu biaisé parce que Jupiter One était évidemment un sponsor, donc je dois déclarer. Mais ES Profiler, je ne suis pas du tout relié à cette compagnie-là. J'ai trouvé ça super intéressant. Eux, ce qu'ils font, c'est qu'ils utilisent les contrats qu'une compagnie a pour déterminer où est-ce que tu as des angles morts de sécurité, où est-ce que tu dépenses trop. Donc, le code d'utilisation que je disais tantôt de, un peu regarder tes budgets, puis tes fournisseurs, ils fit où, puis qu'est-ce qui te manquerait, eux, ils se connectent sur des systèms d'entreprise comme, je pense, c'est Coupa, puis d'autres systèmes de gestion de contrats.
il va aller détecter les contrats qu'on a avec des fournisseurs de sécurité, puis aller mettre ça, puis dire, bon, ben, tu sais, vous avez acheté une entreprise, par exemple, qui fait une acquisition. Ben là, hey, vous avez 2-3 contrats pour, tu sais, 3 systèmes de EDR, par exemple. Vous devriez peut-être automatiser ça. Fait que, on voit de plus en plus de compagnies qui prennent ces codes d'utilisation-là puis qui montent des outils pour l'automatiser. Fait que ça, c'est super intéressant. Puis un autre que j'ai trouvé qui était vraiment, vraiment intéressant, là, c'était vers la fin de la journée. Fait que c'est un peu... l'énergie mentale diminuait un peu. Mais on a eu une présentation sur comment utiliser la matrice pour catégoriser différentes menaces. Puis ça, c'était vraiment, vraiment intéressant de créer cette genre de nouvelle vue là-dessus. Là, Pour la c'était menace vraiment aussi, puis il y avait aussi un qui avait présenté comment on analyse les incidents aussi avec ce genre de choses. Comment on permet d'arriver avec l'analyse de l'incident, puis d'arriver avec, OK, ben là, on a manqué là, c'est là où ça a frappé. Donc, on est capable d'avoir une vision et de ramener toujours dans le langage commun des investissements futurs qui vont aider à mieux protéger qu'est-ce qui a échoué. Là. Mais là, c'était drôle parce que les cas qu'elle amenait, c'est des cas de, c'est lamentable. La compagnie va mériter de mourir parce que ce qu'elle a fait, c'était épouvantable, mais ou ce qu'elle n'a pas fait était épouvantable dans ce cas-ci, ce qui était manquant. Là. Mais ouais, ben dans ce cas-ci, en fait, ça vient de CISO Tradecraft. Donc, eux, ils appellent ça le Threat and Safeguard Matrix. On va mettre le lien à ça aussi qui est sur OWASP. Fait que dans le fond, c'est vraiment une manière de mapper différentes menaces à la matrice, puis de faire un peu un bulletin là, de l'organisation à travers, par exemple, à travers les trimestres. Fait que ça, moi, ce que je trouve super intéressant, c'est que j'ai travaillé dans des équipes de sécurité. J'ai été moi-même, j'ai fait beaucoup de sécurité. Même quand j'étais en TI, disons, je faisais pratiquement juste de la sécurité parce que je travaillais beaucoup sur Active Directory. Donc, c'est pour ça que c'est souvent mon exemple. Là. Des fois, ça me trouble un peu que mes connaissances en Active Directory soient encore utiles pratiquement 20 ans plus tard. Là. Je me dis, il serait temps de passer à autre chose, mais en grande entreprise, ça reste une des plus grosses menaces. Puis ce que j'ai toujours trouvé, c'est qu'il y a beaucoup, beaucoup de consultants qui produisent de la grosse documentation, puis c'est très padé, comme on dit, puis c'est pas super utile. Mais là, on arrive avec quelque chose qui peut être... Ça n'a pas besoin de faire 52 pages de blabla, puis ça devient quelque chose qui peut être autant utile pour communiquer vers le haut, puis communiquer aux experts techniques, dire, regarde, dans notre colonne Identify, on identifie tout vraiment bien, sauf nos données. On a-t-il besoin d'un outil qui va nous aider à identifier nos données? Comment ça devrait marcher? Qu'est-ce qu'on va mettre en place? Oui, c'est beau. OK, là, maintenant, on est content avec notre colonne Identify. Puis après ça, on peut partir vers le haut puis dire OK, c'est beau, on pense qu'on a un bon inventaire de tout ce qui est là. Puis le fait que la matrice spécifique, l'automatisation est plus forte vers la gauche, ça nous rappelle que c'est pas parce qu'on fait quelque chose qui est manuel en ce moment que ça devrait rester comme ça. Tu sais, donc, j'ai souvent entendu des équipes de sécurité dire ah, ben, tu peux pas protéger ce que tu sais pas que tu as. OK. Je pense pas mal tout le monde va être d'accord avec ça. Mais on peut pas juste dire après ça, vu que j'ai pas un CMDB qui est complet et qui me dit tout ce que j'ai, j'abandonne. Tu sais. Il y a beaucoup, ça, je l'entends quand même assez souvent de ben là, si tu me dis pas que je l'ai, je peux pas le protéger. Mais OK, mais il faudrait peut-être mettre de l'effort à découvrir ce qu'on a. Puis si on attend que quelqu'un, qu'une équipe de finance nous donne un inventaire total de tout ce qu'on a à protéger en tant qu'équipe de sécurité, ça va jamais arriver. Mais ce qui nous est arrivé, par exemple, c'est le cloud qui nous aide dans certaines places parce que maintenant on a des API pour sortir des listes de qu'est-ce qu'on utilise, puis qui nous nuit parce que maintenant on a un paquet, on a peut-être j'allais dire 32 SaaS, c'est comme je vais prendre un gros chiffre, mais c'est probablement plus comme 320 ou 3200, là, dépendant de la grosseur de votre compagnie. Bon, ben maintenant, qu'est-ce qu'on fait pour les identifier, ces SaaS-là? On peut pas juste dire, je sais pas qu'on a tel SaaS, je peux pas protéger les données qu'il y a dedans. Il y a quelqu'un qui paye pour. Peut-être qu'on devrait regarder
Est-ce qu'on devrait utiliser les reçus de carte de crédit, les comptes de dépenses pour identifier nos applications? Tu sais, Identify Application, ça n'a pas besoin d'être un truc technique nécessairement qui scanne votre environnement. Ça peut être quelque chose qui scanne votre système de compte de dépenses pour essayer de détecter tous les fournisseurs connus. Puis là, hop, il y a 14 personnes qui payent pour des abonnements Dropbox qui ne sont pas celui de la compagnie. Tu sais, on utilise OneDrive à l'interne. Ah ben là, on a identifié quelque chose qui est valide. Fait que, tu sais, c'est comme... ironiquement, c'est une boîte pour aider à penser out of the box. Puis vraiment, challenger les équipes sur qu'est-ce qu'on pourrait faire qui est différent de ce qu'on a toujours fait pour être meilleur dans toutes ces catégories-là. Puis moi, mon but là, en tant que leader de sécurité chez Jupiter One, c'est de dire la colonne Identify, là, je veux plus rien savoir de processus manuel là-dedans. Puis je veux que quand on rentre une nouvelle application, je veux que quand on rentre des nouveaux postes de travail, des nouveaux systèmes, on a un petit bureau, on n'a pas grand-chose dans notre bureau qui est vraiment important. Là. C'est un peu comme un Wi-Fi de Starbucks avec... je pense que mon Wi-Fi à la maison est plus enterprise grade que ce qu'on a au bureau en ce moment ou très similaire. Mais s'il y a quelque chose de nouveau qui rentre au bureau, je veux le savoir de façon instantanée. C'est fini l'époque où je veux que quelqu'un crée un ticket pour dire on a rajouté un imprimant. Non, je veux l'attraper automatique. On a des API, on va le mettre quelque part. Les vulnérabilités doivent être détectées automatiquement. C'est-à-dire, si on veut avoir les ressources pour répondre et recouvrir, je ne peux pas me permettre que mon équipe de sécurité qui est limitée en ressources perde son temps avec ce qui est à gauche. Fait que ça, c'est, disons, mon use case principal. Il revient toujours à l'efficacité. Mais je vous invite à aller voir la liste de ce qu'il y avait dans la conférence de Cyber Defense Matrix. Puis de l'année prochaine, c'est pas encore planifié, c'est pas encore confirmé, mais je pense que ça a été un assez grand succès. Il risque d'avoir un autre Cyber Defense Matrix. Alors, quand ça va être annoncé, là, définitivement, vous inscrire à ça. Puis, il y a un livre sur le Cyber Defense Matrix par Sunil qui fait environ 130, 150 pages. C'est pas super long, mais c'est super pratique. Surtout si vous vous demandez qu'est-ce qui rentre où, c'est quoi des cas d'utilisation différents. Et ce livre-là, vous pouvez soit l'acheter sur Amazon ou à n'importe quel autre endroit où vous commandez des livres, mais si vous cherchez sur Google, on pourra mettre le lien. Il est aussi disponible à travers Jupiter One. Vous pouvez avoir un PDF là, gratuitement en échange d'une adresse email. Pour le tracking. C'est super. Ça fait, je trouve, un très bon tour d'horizon de cette méthodologie que j'ai adoptée. Ça fait moins longtemps que toi, là, mais que j'aime beaucoup, justement, qui structure mon travail. Je pense qu'on va en reparler parce que là, c'est vraiment un tour d'horizon c'était ça l'objectif aussi, juste un peu de mettre dans la conscience des gens l'existence. Ouais, on pourra peut-être prendre un cas spécifique puis rentrer dedans. OK, comment on fait nos budgets avec ça ou comment on augmente notre situational awareness ou c'est très intéressant. Je prends l'invitation au vol puis on regardera ça. Parfait, merci beaucoup. Je te remercie beaucoup. Pas de problème, à la prochaine.